Enseignant est ensuite au téléphone. Cette année, bonjour à tous. Je m'appelle Thierry Dubois, je suis directeur de recherche au CNRS, l'Institut méditerranéen de biodiversité et écologie, dans l'unité Cogitelle et l'Université d'Avignon. Je suis très heureux de vous accueillir ici dans ces locaux, qui sont quand même certains cachés, de l'Université d'Avignon et de sa présidence, pour assister à la soutenance de Chloé Jean, ici présente, qui va nous présenter durant 45 minutes sa thèse de doctorat de l'Université d'Avignon intitulée Écologie, éthologie et dynamique parasitaire en pâturage, le zèbre, parasites gastro-intestinaux et les coléoptères coprophages. Donc cette thèse elle a été encadrée par Freddy Jamarisha, ici présente. Je prenne mes lunettes, directrice de recherche également avec monsieur le professeur Pierre Giraubert, co-directeur de thèse, professeur en fait de CEF à l'Université de Montpellier, et Alix, vétérinaire, à l'Université africaine de Sillon. Les deux rapporteurs de cette thèse ont été Marion Vitecoq, qui est directrice de recherche à la Fondation de recherche de Théo-Duvala, et M. Michael Head, qui est directeur de recherche INRAE à Montpellier. Au niveau des examinateurs, je vous ai apporté une thèse de conférence hospitalière, c'est ça, à l'hôpital de Strasbourg. Très bien. Donc voilà, vous avez toutes les personnes qui sont présentées. Je crois que ça a été déjà dit. C'est très important d'éteindre ce genre de choses. Pendant la présentation de Chloé. Bien, Chloé, voilà. Dans 45 minutes, on va présenter ton travail et la question du jour. Okay. Merci. C'est un peu l'enfant, comme si. Merci beaucoup pour cette présentation. Bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Chloé. Et je voudrais déjà vous remercier tous d'être là, soit en présentiel, soit en visio, pour me voir présenter donc cette thèse qui s'intitule Écologie, éthologie et dynamique parasitaire en pâturage, le zèbre, ses parasites gastro-intestinaux et les coléoptères coprophages. Donc si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce que je suis en train de terminer une thèse CIFRE. La particularité de la CIFRE, c'est que parmi les collaborateurs, il y a une entreprise privée, et en l'occurrence, c'est la réserve africaine de Sijan. Donc c'est un parc zoologique qui est localisé sur le pourtour méditerranéen, et il a plusieurs particularités. Déjà, c'est un des plus vastes zoos de France, avec plus de 150 hectares dédiés aux élevages. Et il présente principalement des enclos d'herbivores en multi-espèces. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs espèces dans un même enclos. Et enfin, il présente aussi le plus grand groupe européen de zèbres des plaines. Donc, c'est un détail qui a son importance. Donc, au cours de cette thèse, le nombre de zèbres a pu atteindre plus de 30 individus. Et il faut savoir qu'en Europe, il n'y a pas plus de 4 parcs zoologiques qui peuvent présenter plus de 10 zèbres. Et ils ne sont peut-être pas présentés dans un même enclos, donc on a vraiment un groupe social important sur ce modèle. Donc la réserve, comme tous les zoos, se doivent de répondre à 5 grandes missions principales. La première mission, c'est une mission de divertissement, donc de divertir les visiteurs, de divertir les visiteurs. Et donc ça correspond à leur modèle économique. Ils doivent aussi éduquer ces visiteurs, notamment sur des questions de bien-être, de conservation et de recherche. Ils vont aussi être garants du bien-être des animaux qu'ils vont maintenir captifs, et ils vont aussi avoir un rôle actif dans des programmes de conservation, mais aussi des programmes de recherche. Donc, je vous emmène avec moi à la réserve africaine de Sijan. Donc, vous avez une photo ici. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'on a différents compartiments trophiques. On a la végétation qui est omniprésente dans l'enclos, mais on a aussi les grands herbivores. Et si on passait à travers la photo et que je vous emmenais vraiment pour regarder plus près, on verrait qu'il y a aussi toute une faune du sol présente là, notamment, qui va se nourrir principalement de matière organique en décomposition. Donc, lors de ces travaux de recherche, nous nous sommes intéressés à 3 modèles biologiques en particulier,
les herbivores africains maintenus en captivité, les parasites gastro-intestinaux des zèbres des plaines et les coléoptères coprophages, que nous appellerons par la suite les bousiers, pour simplifier un peu les choses. Donc ces trois modèles biologiques vont interagir les uns avec les autres au sein des enclos. Et je vous propose de commencer par présenter les relations hôtes-parasites qui existent chez les zèbres de Grant et leurs parasites gastro-intestinaux. Donc on a trois grands types de parasites gastro-intestinaux chez les équidés. On a les strongles, les coccidies et les ascaris. Et nous, on va se concentrer principalement sur les strongles, puisque ce sont les parasites les plus communs et aussi ceux qui posent le plus de problèmes dans les conditions de captivité des équins. Les strongles ont un cycle de vie direct et simple, c'est-à-dire qu'ils ne vont avoir qu'un seul hôte durant leur phase endogène. Ils vont se développer et se reproduire dans l'hôte. Les œufs vont être excrétés à travers les déjections de l'hôte dans l'environnement. Et ils vont pouvoir se développer jusqu'à atteindre le stade infestant. Donc, un hôte va se contaminer lorsqu'il va ingérer le stade infestant, soit lors de sa prise alimentaire, soit lors d'un contact prolongé entre ses parties buccales et un environnement contaminé. La présence de parasites peut s'accompagner d'enquistement. Donc, il y a certaines formes de parasites qui vont s'enquister et se mettre en dormance dans le corps de l'hôte. Ça va s'accompagner aussi de spoliation des nutriments, puisque les parasites vont capter certains nutriments que l'hôte aura ingérés. Et on va avoir aussi des lésions de tissus, notamment les tissus digestifs de l'hôte, lors de migration des larves dans le corps de l'hôte. Lorsque la charge parasitaire devient trop importante, on peut observer, ça peut provoquer des obstructions intestinales chez l'hôte, mais aussi une perte de poids qui peut être massive. Et enfin, dans les cas les plus graves, on peut aller jusqu'à la mort de l'hôte. Donc, afin de garantir le bien-être de leurs herbivores, les vétérinaires ont accès à des antiparasitaires. Donc, par exemple, l'ivermectine, qui est la molécule la plus répandue et la plus utilisée dans le monde actuellement. Mais leur utilisation n'est pas sans conséquences. Par exemple, l'ivermectine, elle peut représenter une source de pollution environnementale importante, puisque c'est une molécule qui n'est pas métabolisée par les grands herbivores. Elle va donc être excrétée dans l'environnement à travers leur déjection, identique à elle-même, encore toxique pour notamment tout ce qui est mésofaune du sol, mais elle peut aussi avoir un impact négatif sur le compartiment des végétaux. Enfin, l'ivermectine peut, si on l'utilise en surdosage, amener à des résistances parasitaires. Donc, c'est un processus de sélection de certaines de souches parasitaires qui sont naturellement résistantes à la molécule. Et après un traitement à l'ivermectine, on va donc permettre à ces souches de parasites de se développer, puisqu'on aura éliminé la compétition intraspécifique dans l'hôte. Donc, si on récapitule, les parasites ont un effet négatif sur leurs hôtes, ils vont les affaiblir, et afin de réguler la charge parasitaire, les vétérinaires vont utiliser des antiparasitaires. Ces antiparasitaires vont être toxiques pour les parasites, mais ils peuvent aussi être toxiques pour la mésofaune du sol, notamment nos bousiers. Et comme vous allez pouvoir le voir, ces bousiers ont pourtant un rôle à jouer dans la régulation des parasites des grands herbivores. Donc, quand je parle de bousiers, je parle en fait de milliers d'espèces connues à travers le monde et qu'on peut classer selon trois grandes catégories fonctionnelles. Les endocoprides, qui vont se reproduire et se développer à l'intérieur des déjections. Les paracoprides et les télécoprides, qui vont former des pilules. Donc, c'est des petites masses de déjection dans lesquelles la femelle va insérer un œuf. Les paracoprides vont enterrer cette pilule directement sous la déjection, tandis que les télécoprides vont déplacer cette pilule et vont l'enterrer un petit peu plus loin. Donc, ces caractéristiques comportementales et reproductives des bousiers leur donnent un rôle particulièrement important dans le bon fonctionnement des écosystèmes. Notamment, ils vont agir au niveau des cycles géochimiques, donc carbone, azote, etc., puisqu'ils vont permettre d'enterrer les matières organiques en décomposition et permettre une prédigestion aussi pour certains. Ils vont avoir leur présence va aussi s'accompagner d'une meilleure dispersion végétale, d'une plus grande qualité nutritionnelle de l'herbage et d'une plus grande quantité d'herbage aussi, qui sera disponible pour les herbivores. Leur fonction d'éliminateur des déjections va aussi permettre le nettoyage des espaces, ce qui va donc permettre d'avoir plus d'espace disponible pour les herbivores pour s'alimenter. Et enfin, en éliminant les déjections, les bousiers vont aussi permettre de diminuer le taux de survie des parasites gastro-intestinaux, en l'occurrence des zèbres, dans l'environnement.
donc de diminuer les risques de contamination. Donc la valeur annuelle qui est estimée des services écosystémiques rendus par les bousiers seulement en pâturage bovin a été estimée donc à plusieurs centaines de millions de dollars aux États-Unis et plusieurs centaines de millions de livres en Angleterre. Maintenant, les fonctions de dégradation des bousiers sont dépendantes de l'abondance et de la diversité, qu'elles soient spécifiques ou fonctionnelles des communautés. C'est-à-dire que plus une communauté sera abondante, plus on aura d'insectes, plus il y aura d'espèces différentes et de catégories fonctionnelles différentes, et plus la dégradation sera rapide et complète. Malheureusement, depuis quelques années, et ça se passe au niveau des insectes en général, on observe un déclin significatif de l'abondance et de la diversité des bousiers, des communautés de bousiers. Et on a trois grandes causes en jeu. La première qui est liée aux pollutions environnementales, notamment l'utilisation d'antiparasitaires comme l'ivermectine que je vous ai présenté juste avant. Les changements climatiques, puisque ce sont des insectes qui sont particulièrement sensibles à la dessiccation. Et la perte d'habitat, donc là on pourrait citer principalement l'imperméabilisation des sols et aussi l'intensification des pratiques agricoles. Donc si on reprend notre petit schéma, les bousiers vont rendre des services écosystémiques aux grands herbivores. Ça va passer par un meilleur pâturage, donc plus abondant et de meilleure qualité. Et ça passera aussi par une régulation des parasites gastro-intestinaux. Lorsqu'on va utiliser des antiparasitaires chez les grands herbivores, ça va permettre de réguler les parasites, mais ça va aussi mettre en péril les services écosystémiques rendus par les bousiers. Donc, dans le cas de ces travaux de recherche, nous nous sommes intéressés aux interactions entre ces trois modèles biologiques, avec un objectif de conservation, mais surtout de maintien des services écosystémiques rendus par les bousiers. Et pour cela, nous avons dirigé nos travaux de recherche selon deux grands axes. Le premier qui va s'intéresser à l'interaction entre les zèbres et à l'interaction hôte-parasite entre les zèbres des plaines et les strongles. Et la seconde partie qui s'intéressera à la relation trophique qui existe entre les grands herbivores dans les enclos et les bousiers. Donc pour commencer, on s'est posé des questions sur comment gérer au mieux les parasites chez les zèbres de Grant, notamment limiter l'utilisation d'antiparasitaires. Donc, il faut savoir que les zèbres, dans leur enclos, ne partagent pas les mêmes espèces de parasites que les autres espèces d'herbivores qui cohabitent, avec lesquels ils cohabitent. Il n'existe pas de protocole de traitement qui soit adapté aux zèbres en captivité. Donc, les vétérinaires vont utiliser des protocoles qui existent et qui sont adaptés aux chevaux domestiques, puisqu'ils sont très proches phylogénétiquement. Et jusqu'à il y a encore très peu de temps, les protocoles de traitement conventionnels recommandaient de traiter tous les individus de la même façon et systématiquement plusieurs fois dans l'année. Aujourd'hui, afin de limiter l'utilisation des antiparasitaires, les autorités vétérinaires recommandent de mettre en place des traitements sélectifs ciblés. Donc, ça va consister à ne traiter que certains individus à certaines périodes de l'année et pour certains parasites. Donc, nous, on va s'intéresser surtout à la partie traiter certains individus. En l'occurrence, on va traiter principalement les individus forts excréteurs. Donc, c'est les individus qui vont excréter beaucoup d'autres parasites dans l'environnement, puisque ça va représenter un risque de contamination important pour les autres animaux qui vivent dans le même habitat. Mais aussi, cette forte excrétion peut être un signe de forte charge parasitaire et donc de fort risque de parasitose chez cet individu. Donc, chez les chevaux, on peut distinguer les individus à risque comme les chevaux qui ont moins de 3 ans et plus de 15 ans, qui vont vivre en forte densité, sans gestion d'enclos, c'est-à-dire qu'ils vont rester dans le même enclos à l'année, et dont on connaît qu'ils ont un historique de maladies parasitaires. Chez les zèbres en conditions sauvages, on sait que l'excrétion parasitaire est aussi hétérogène, avec un ratio 20-80, donc 20% des zèbres qui excréteraient 80% des parasites du groupe. Et les individus les moins excréteurs sont les individus les plus dominants. Donc, on pourrait considérer que les individus les plus à risque sont les individus les plus bas dans la hiérarchie. Maintenant, nous allons nous intéresser à des zèbres en captivité. Donc, bien qu'ils fassent partie de la même espèce que les zèbres sauvages, ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes environnementales. Au contraire, leurs contraintes environnementales sont plus proches de celles qu'on peut observer chez les chevaux domestiques.
On va donc se poser la question, dans le contexte de la réserve africaine de Sijan et donc des zèbres captifs, comment adapter les protocoles de traitement sélectif aux zèbres en captivité. Et pour cela, on a mis en place 2 protocoles qui ont été en simultané. Le premier protocole qui consiste en un suivi comportemental, donc 3 jours par semaine pendant un peu plus de 3 mois. J'ai observé tous les individus pendant 10 minutes en focal sampling et j'ai relevé tous les comportements d'affiliation, de soumission et de dominance. J'ai utilisé les comportements d'affiliation pour déterminer le degré de connexion, donc ça va être le nombre de partenaires sociaux qu'on va pouvoir observer chez un individu. Et avec les comportements de soumission et de dominance, j'ai pu déterminer la hiérarchie. Le second protocole consistait en un suivi parasitaire. Donc, 1 fois par mois et par zèbre, j'ai réalisé une coproscopie qui nous a permis d'évaluer l'excrétion parasitaire en nombre 2 par gramme de déjection. Et c'est possible que vous m'entendiez parler du coup de OPG. À mi-parcours de ces 2 protocoles, on a vermifugé tous les individus avec un vermifuge administré par voie orale. Donc, c'est une molécule qui a été mélangée avec la nourriture qui est distribuée quotidiennement par les soigneurs dans l'enclos et qui est en accès libre. Donc, théoriquement, tous les herbivores de l'enclos ont été vermifugés à ce moment-là. On a fait plusieurs hypothèses. La première, c'est que l'excrétion parasitaire va diminuer drastiquement après le traitement pour atteindre 0 OPG, 0 E de strongle par gramme de déjection juste après le traitement. Et on devrait observer une réaugmentation graduelle dans le temps de l'excrétion parasitaire. On fait aussi les hypothèses suivantes, que les individus les plus fortement excréteurs seront les individus les plus bas dans la hiérarchie, donc les plus dominés, et aussi les individus les plus sociaux, donc avec le plus grand nombre de partenaires sociaux. Donc là, je vais vous présenter seulement une petite partie de mes résultats, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire l'article qui a été publié en 2023 à ce sujet. Passons aux résultats. Donc là, vous avez un graphique qui montre en ordonnée le nombre d'œufs par gramme de déjection. Et en abscisse, vous avez la date de récolte de l'échantillon. Et on observe que l'excrétion parasitaire a significativement baissé après traitement, jusqu'à atteindre 0 œufs par gramme de déjection pour la majorité des individus. Et on observe ensuite une réaugmentation progressive de l'excrétion parasitaire dans le temps. Donc, on pourrait dire que notre première hypothèse est validée. Ensuite, nos résultats nous ont aussi permis de montrer que la dynamique de réexcrétion des œufs de strongle, c'est-à-dire la pente de réexcrétion après traitement, est plus rapide chez les individus qui ont le plus de partenaires sociaux et chez les individus les plus dominés. Et nos résultats n'ont pas permis de mettre en évidence de liens significatifs entre les caractéristiques sociales et l'excrétion parasitaire avant traitement. Donc, un autre résultat intéressant de cette étude, c'est que le degré de connexion, donc le nombre de partenaires et la dominance ne sont pas corrélés, ils sont indépendants. Donc, les individus les plus dominants ne sont pas les plus sociaux et vice-versa. Donc, en conclusion, si on devait répondre à la question les caractéristiques sociales permettent-elles de prédire l'évaluation d'excrétion parasitaire individuelle en captivité, on pourrait dire que notre étude a permis de faire le lien entre l'excrétion parasitaire et les facteurs sociaux, mais seulement après traitement. Donc, on pourrait en déduire que les facteurs sociaux ont un rôle à jouer dans les risques de contamination. On a émis 2 hypothèses principales afin d'expliquer ce lien entre excrétion parasitaire et facteurs sociaux. D'une part, un accès hétérogène à la nourriture qui est distribuée par les soigneurs. Donc, il y a plusieurs études qui ont montré chez les chevaux domestiques que les individus les plus dominants avaient accès à une nourriture de meilleure qualité et plus appétante. Dans notre cas, la nourriture la plus appétante, c'est la nourriture qui est distribuée quotidiennement par les soigneurs, puisque c'est composé de légumes et de granulés principalement, qui ont été confectionnés pour être appétants. Et on aurait donc des individus dominés, qui auraient moins accès à cette nourriture et qui seraient obligés de complémenter leur apport journalier dans des pâturages fortement contaminés.
De plus, dans notre cas, l'accès à la nourriture distribuée a donné accès aux vermifuges. On aurait donc des individus dominants qui auraient été mieux protégés contre les parasitoses. La seconde hypothèse, qui pourrait expliquer le lien entre excrétion parasitaire et facteurs sociaux, c'est la présence de comportements à fort risque de contamination. Donc, comme nous l'avons vu, les individus les plus sociaux ont une dynamique d'excrétion parasitaire qui augmente plus rapidement. Donc, on pourrait déduire que les individus qui cumulent un nombre de partenaires sociaux cumuleraient aussi une source potentielle de contamination parasitaire. Donc, d'après la littérature, il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu et qui pourraient donc permettre de prédire la variation d'expression parasitaire, notamment des facteurs liés à l'histoire de vie de l'hôte, comme son âge ou son sexe, mais aussi des facteurs liés à l'environnement, comme les conditions météorologiques, qui peuvent avoir un fort impact sur la survie des larves de parasites dans l'environnement. Donc, la réserve africaine de Sijan a été un lieu d'expérimentation particulièrement intéressant pour ce sujet, puisque nous avons été accompagnés par des vétérinaires de façon quotidienne, mais aussi nous avons eu accès à un grand nombre d'animaux, donc comme nous l'avons dit, plus ou moins 30 individus selon la période considérée, et aussi sur du long terme. Donc cette étude, elle a duré presque 5 mois, mais une autre étude de cette thèse a duré plus d'1 an et demi. Donc il faut savoir que des études sur ces sujets avec de telles échelles de temps et de nombre d'individus, c'est presque impossible à réaliser en conditions sauvages, enfin, c'est très difficile. Et aussi, c'est très peu rapporté, voire pas du tout dans la littérature, chez les chevaux domestiques. Donc, nos résultats, bien qu'ils ne soient pas facilement extrapolables chez les modèles biologiques des zèbres sauvages ou des chevaux domestiques, ils permettent de faire le lien entre les mécanismes parasitaires qui existent en milieu naturel et les mécanismes parasitaires qui existent en milieu captif. Donc maintenant, on va revenir à notre petit schéma. Comme on l'a vu, les antiparasitaires sont efficaces pour réduire la charge parasitaire, mais ils sont aussi toxiques pour les gousiers et ils peuvent mettre en péril les services écosystémiques qu'ils vont rendre. Donc, on va s'intéresser par la suite de cette présentation aux liens trophiques qui pourraient exister entre les grands herbivores et les gousiers. Donc, je vous ramène avec moi dans les enclos de la réserve. Et cette fois, j'aimerais que vous portiez votre attention sur 2 points en particulier. Le premier, c'est l'hétérogénéité des habitats. Donc là, surtout de par une couverture végétale hétérogène. Donc, on a des arbres, des buissons, de l'herbe rase, mais aussi des sols nus. Et on a la présence de différentes espèces d'herbivores au sein d'un même enclos. Qui dit différents types d'herbivores, dit aussi différents types de déjections. Donc, certaines déjections sont plus attractives que d'autres. Ça veut dire que les communautés de gousiers vont varier en termes d'abondance et de diversité selon la déjection qu'on va considérer. Et certaines espèces de gousiers sont plus généralistes que d'autres. Donc, on a certaines espèces qui vont être très généralistes, elles vont être capables de coloniser plusieurs types de déjections, et certaines espèces qui vont être très spécialisées, et elles vont être capables de ne coloniser qu'un seul type de déjection. Dans le cas des enclos multi-espèces de la réserve, nous nous sommes donc demandé si la diversité des herbivores pouvait impacter les communautés coléoptères coprophages. Donc, les gousiers sont attirés par les déjections de par l'odeur qu'elles vont émettre. Ça va nous permettre de créer des tests de choix in situ au sein des enclos en utilisant des pièges à pâtés comme celui-ci. Donc, c'est un principe très simple. On a un récipient qui est enterré à affleurement dans le sol avec un entonnoir par-dessus afin d'éviter que les insectes puissent s'échapper. Et on a un appât juste au-dessus qui est en fait de la déjection animale et qui permet d'attirer les insectes coprophages en particulier. Donc, on a piégé les coléoptères coprophages dans 3 enclos de la réserve africaine de Sijan, qui comportaient des compositions d'herbivores différents. Et on a défini dans chacun des enclos 2 zones de piégeage qui chacune comportait un certain nombre de pièges qui étaient appâtés avec des déjections selon la composition de l'enclos. Donc, par exemple, l'enclos A, les zones de piégeage comportaient chacune 4 pièges appâtés avec soit de la déjection de Straussionidae, donc c'est des autruches, soit de la déjection de Bovinae, soit d'Antilopinae, soit d'Equidae.
Dans l'enclos B, les zones de piégeage comportaient seulement 2 pièges qui étaient appâtés soit avec de la déjection d'Antilopinae, soit de la déjection de Bovinae. Et donc, on a fait plusieurs hypothèses issues de la littérature et on a émis le fait que les déjections de Bovinae seraient les plus attractives en termes d'abondance et de diversité, suivraient les déjections d'Echidae et d'Antilopinae, on ne sait pas trop. Et enfin, on a fait l'hypothèse que les déjections de Struthinidae ou d'autruches seraient les moins attractives, puisque les quelques études qui se sont penchées sur le sujet des déjections d'oiseaux ont montré qu'elles étaient particulièrement moins attractives que les autres déjections d'herbivores. Donc, lors des différentes sessions de piégeage, nous avons piégé un peu moins de 450 insectes qui appartenaient à 18 espèces différentes. 70% des insectes appartenaient à 3 espèces, et la plus abondante est Ontophagus vacca, qui est représentée ici. Il faut savoir que 95% des insectes collectés durant cette étude ont été relâchés sur leur lieu de capture respectif afin d'éviter d'avoir un impact sur les études futures. Et donc, on passe aux résultats. Là, vous avez 3 graphiques, un pour chaque enclos, qui présente en ordonnée le nombre de spécimens et en abscisse l'espèce capturée dans l'enclos. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que les communautés varient, que les espèces entre les enclos varient en abondance, mais que les 3 plus grosses espèces structurantes de la communauté sont identiques. On peut donc estimer que les communautés entre les enclos sont comparables, voire similaires. Donc là, on complique un peu les choses. Ici, sur ce graphique, vous avez la richesse spécifique médiane selon l'appât qu'on va considérer dans son enclos. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de différence significative de richesse spécifique entre les différentes déjections au sein des enclos. Cependant, si on regarde l'abondance relative, donc c'est le nombre d'insectes collectés par appât selon le nombre d'insectes collectés dans la zone de piégeage, on observe que les déjections de zèbres sont particulièrement plus attractives que les autres déjections d'herbivores que nous avons testées. Et on observe aussi que si on éliminait les déjections de zèbres, les déjections des autres herbivores sont attractives à peu près de la même façon. En tout cas, on n'a pas de différence significative entre ces autres déjections. Donc, pour conclure, si on devait répondre à la question « Est-ce que la diversité des herbivores induit une diversité des bousées ?» Dans notre cas, à la réserve africaine de Sigean, on pourrait dire que ce n'est pas le cas, puisque nous avons observé des communautés de bousiers très similaires entre les enclos qui comportaient pourtant des compositions d'herbivores différentes. Et on a aussi montré que les déjections de zèbres, quelle que soit l'espèce de bousier considérée, étaient particulièrement plus attirées particulièrement plus attractives. Un autre résultat intéressant de cette étude, c'est que les communautés de bousiers à l'extérieur du zoo sont très faibles et semblent presque absentes dans certains cas. On peut donc émettre l'hypothèse que les communautés de bousiers de la réserve africaine de Sigean sont isolées par rapport au reste du littoral méditerranéen. Et ça pourrait avoir un lien avec le principe bottom-up en écologie qui dit que plus il y a de ressources et plus on devrait observer d'insectes pour les exploiter. Et dans le cas de la réserve, à l'extérieur de la réserve, c'est principalement occupé par des cultures de vignes ou par de l'agarite, ce qui est peu favorable au développement des grands mammifères et donc au dépôt de ressources. Seulement voilà, dans certaines études qui ont étudié les communautés de bousiers dans des enclos, dans des exploitations d'élevage, on observe au contraire que plus il y a d'herbivores et plus l'abondance et la richesse spécifique des communautés de bousiers diminuent. Donc plus on aurait de déjections et de ressources et moins on aurait d'insectes. Ça pourrait être lié à l'impact des grands herbivores sur leur environnement. Donc de par leur prise alimentaire, ils vont diminuer, ils vont réduire la végétation qui est présente dans leurs enclos, donc en abondance mais aussi en diversité.
Lors de leur déplacement, ils vont appliquer une force mécanique sur le sol qui peut amener à une compaction du sol, une diminution des capacités de rétention d'eau du sol et aussi des modifications physico-chimiques du sol, ce qui le rendrait moins favorable pour le développement des bousiers. Et enfin, l'apport massif de déjection pourrait entraîner une saturation eutrophique du milieu. Donc, on s'est posé la question, dans le cadre, encore une fois, de la réserve africaine de Sijan, comment la densité des herbivores impacte les communautés de bousiers. Donc, après s'être posé la question de la qualité de la ressource, on se pose la question de la quantité de cette ressource. Et donc, on a mis en place un protocole très similaire à celui qu'on vient de voir. On a piégé les bousiers dans 4 enclos de la réserve. Ces 4 enclos présentaient chacun des zèbres et des densités d'herbivores différentes, ce qui nous a permis de faire un gradient de densité entre les enclos. Et on a déterminé aussi l'habitat autour des pièges en caractérisant la surface recouverte par les différents types de couverture végétale présentes dans les enclos, que ce soit du sol nu, donc absence de couverture végétale, des buissons, de l'herbe, des arbres ou encore des surfaces imperméabilisées comme du goudron ou du béton. Et donc, on a émis 2 hypothèses qui vont se contredire. La première, que l'abondance des ressources permet le développement des communautés de bousiers. Donc là, ce serait une hypothèse qui est liée au principe bottom-up, avec plus il y a de densité d'herbivores dans les enclos, plus on devrait avoir une communauté abondante et riche. Et à l'inverse, la deuxième hypothèse dit que la densité des herbivores limiterait le développement des communautés de bousiers. Et donc là, ce serait lié à l'impact que les herbivores vont avoir sur leur habitat. Donc, nos résultats ont montré que la surface de sol nu pouvait être indicatrice de la densité des herbivores, puisque, comme on le voit ici, dans les enclos où il y a où la densité d'herbivores est plus élevée, on a une surface en sol nu qui est significativement plus importante autour des pièges que dans les enclos où la densité d'herbivores est plus faible. Maintenant, si on fait le lien entre les communautés de bousiers et la surface de sol nu, on observe que, quelle que soit l'année considérée, donc 2023 ou 2024, la richesse spécifique, qui est présentée à gauche en ordonnée, ou l'abondance, qui est présentée ici au milieu en ordonnée, décline significativement avec l'augmentation de la surface en sol nu autour du piège. Donc, en conclusion, notre étude a permis de faire le lien entre la charge d'herbivores et l'habitat, avec donc une augmentation de la surface en sol nu lorsque la densité des herbivores augmente dans les enclos. Et on a pu faire le lien entre l'habitat et les communautés de bousiers, avec des communautés moins abondantes et moins diverses lorsque la surface de sol nu augmente. Si on fait un petit pas en arrière, on pourrait en déduire que la charge des herbivores dans les enclos a un effet négatif sur les communautés de bousiers, ou en tout cas ne permet pas moins leur développement. Une fois de plus, la réserve africaine de Sijan a été un lieu d'expérimentation particulièrement intéressant. Donc, de par la faible zone géographique considérée, on a pu tester différentes conditions expérimentales qui ont été soumises à des conditions climatiques identiques. Et on a aussi pu contrôler le régime alimentaire des grands herbivores. Donc, c'est un biais qui peut être important dans les études réalisées sur les coléoptères coprophages, puisque si un régime alimentaire varie, on peut potentiellement faire varier les caractéristiques physico-chimiques des déjections et donc leur attraction. Donc, en conclusion, si on voulait avoir une gestion plus vertueuse des enclos de la réserve africaine de Sijan, notamment, on pourrait envisager de diminuer la densité des grands herbivores. Ça aurait plusieurs avantages. Donc, à l'inverse des productions agricoles, la réserve africaine de Sijan ne fait pas d'élevage avec des objectifs de production de matières premières, comme de la viande ou de la production laitière. Donc, on pourrait tout à fait envisager de diminuer la densité dans les enclos des grands herbivores, pardon. Ça aurait donc comme effet de permettre le maintien, voire même l'augmentation le développement des communautés de bousiers en termes d'abondance et de diversité. Ce qui aurait donc comme autre effet de permettre le maintien, mais aussi peut-être l'augmentation des services écosystémiques des bousiers pour les herbivores. Donc, ça va passer par un pâturage de meilleure qualité et plus abondant, mais aussi par une diminution du taux de survie
des parasites fécaux, donc une possible réduction du risque de contamination dans les enclos. De plus, réduire la densité des herbivores dans les enclos va permettre de façon plus directe de réduire le risque d'infection parasitaire, puisqu'on aura moins d'excrétion dans les enclos, et aussi d'avoir plus de surface de pâturage par individu, donc potentiellement un pâturage plus abondant. Maintenant, voilà, la réserve, c'est une entreprise qui doit être rentable et son client, c'est le visiteur. Si on diminue la charge, la densité des herbivores dans les enclos, on diminue aussi leur visibilité. Donc, on risque d'avoir des visiteurs mécontents. Et donc, pour avoir passé beaucoup de temps sur les circuits de la réserve, je peux vous dire que c'est un véritable problème. Et si un visiteur est mécontent, c'est prendre un risque avec la viabilité économique de l'entreprise. Donc, pour conclure, il faudrait imaginer faut penser la réserve comme une entreprise dont les contraintes principales sont le contentement des visiteurs. Et ça va passer par des choix économiques qui sont parfois en opposition aux choix écologiques. Bien que la conservation soit une des missions principales des zoos. Donc, si on reprend nos missions, la mission de conservation prend de plus en plus d'ampleur actuellement dans les zoos, et ça passe principalement par du financement de programmes de conservation de la biodiversité, mais surtout d'espèces emblématiques qui vont in situ, qui vont être présentées en captivité dans le zoo. Et comme on a pu le voir aujourd'hui, les zoos pourraient aussi mettre en place des actions de préservation des écosystèmes locaux. Donc, ce sont des écosystèmes dans lesquels les zoos s'intègrent et dont ils sont dépendants. Comme on a pu le voir aussi, ces actions de conservation pourraient avoir un impact sur le contentement des visiteurs. Mais si on prenait en compte toutes les autres missions du zoo, on pourrait peut-être réduire ce mécontentement. De par déjà l'engagement des zoos dans la recherche, avec donc des programmes de recherche qui permettraient d'établir l'efficacité des actions de conservation mises en place par les zoos à l'échelle locale, à l'échelle locale, qui permettrait donc de déterminer quelles sont les actions les plus efficaces. On peut aussi imaginer des outils éducatifs, avec notamment une meilleure communication sur ces actions locales. Donc, ça passerait par exemple par expliquer aux visiteurs, quel est l'impact d'une activité de zoo sur les écosystèmes alentours, la dépendance des zoos aux écosystèmes dans lesquels ils sont intégrés, et aussi on pourrait imaginer pouvoir parler du bien-être des animaux qui sont maintenus captifs et qui pourraient s'améliorer si les écosystèmes étaient bien maintenus et bien conservés. Et enfin, on pourrait imaginer aussi des outils de divertissement. Donc, je pense surtout aux zoos qui présentent des safaris comme la réserve africaine des Sigeans, puisque moins d'herbivores voudrait dire aussi moins de visibilité de ces herbivores. Et on pourrait imaginer que les pôles pédagogiques pourraient travailler sur un circuit ou des outils pédagogiques qui permettraient aux visiteurs de passer plus de temps dans les enclos, à essayer d'observer les animaux et puis d'avoir une espèce de récompense comportementale à voir les animaux, de satisfaction personnelle. Voilà, donc cette présentation est terminée. Comme j'imagine, vous pouvez vous en douter, j'ai pu présenter qu'une toute petite fraction des travaux qui ont été réalisés durant cette thèse. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande de lire le manuscrit qui sera prochainement publié. Je voudrais profiter des quelques minutes qui me restent ou pas, je ne sais pas, pour remercier quelques personnes. Je vais sortir un petit mouchoir. C'est très important. Donc, je voudrais remercier déjà toute ma famille qui est là aujourd'hui, mais aussi qui me suit en visio actuellement. Je voudrais remercier mes amis qui sont là depuis super longtemps. Pardon. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont là du labo, de la réserve africaine des Sigeans aussi, qui étaient des collègues et qui sont devenus des amis incroyables, qui m'ont permis de survivre à cette expérience très intense. Je voudrais remercier la réserve africaine des Sigeans pour son soutien financier, mais aussi pour m'avoir ouvert leurs portes, m'avoir permis de réaliser des programmes de recherche sans jamais remettre en question
les objectifs, ni même les contraintes financières. C'est hyper important. Je voudrais remercier mes directeurs de thèse, avec qui je trouve qu'on a fait une super équipe. J'ai vraiment apprécié travailler avec vous et je suis ravie que ces relations professionnelles et parfois même personnelles nous aient permis de travailler dans d'aussi bonnes conditions. Merci beaucoup de tous vos efforts. Et je voudrais remercier enfin le jury. Je suis vraiment très honorée que vous soyez là aujourd'hui et je suis ravie que ce soit vous qui soyez là. Vraiment, c'est très important. Donc, merci beaucoup à tous.